Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. Historien bien sûr. En juillet 2020, Emmanuel Macron vous a demandé de rédiger un rapport sur la mémoire de la colonisation afin de permettre une reconnaissance mémorielle et un dialogue entre la France et l'Algérie. Parmi ces recommandations, il y avait la reconnaissance de l'assassinat après l'avoir torturé de Ali Boumendjel. Hier, Emmanuel Macron a annoncé que, au nom de la France, il reconnaissait la responsabilité de son pays dans cet assassinat. Est-ce que ça, c'est de nature à permettre enfin cette réconciliation mémorielle ? Je dirais, comme une grande partie de la presse algérienne de ce matin, que c'est un pas important, un pas en avant dans la bonne direction, c'est-à-dire dans le fait de reconnaître ce qui s'est réellement passé pendant cette période douloureuse, cette période difficile et cruelle. Cet assassinat de Ali Boumendjel en son temps, en 1957, avait fait grand bruit. Beaucoup d'intellectuels français, d'ailleurs, s'étaient émus de cet assassinat. Je pense en particulier à René Capitan, Pierre Vidal-Naquet, François Mauriac, etc., qui avaient protesté contre cet assassinat, cet enlèvement. Et pendant de très nombreuses années, dans le fond, cette affaire était restée enfouie. Oui, déguisée en suicide. Et maquillée en suicide. Oui. Et elle a été révélée ensuite, cette affaire, en 2000, par une enquête journalistique, d'ailleurs, menée par Florence Baugé, qui a révélé qu'en fait, c'était le général Ossarès qui avait torturé, puis donné l'ordre de défenestrer en fait Ali Boumendjel, qui était un responsable politique algérien, ami de Ferhat Abbas, avocat bien sûr, et qui revenait d'une réunion importante, ce qu'on appelle le Congrès mondial de la paix, avec son ami Frédéric Joliot-Curie. Donc c'était un homme d'une dimension culturelle et politique considérable dans l'histoire du nationalisme algérien. Oui, cette reconnaissance par Emmanuel Macron au nom de la France, dans cet assassinat, après torture, vous diriez quoi? C'est historique ? Pour moi, c'est très important, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas simplement de désigner un personnage, de désigner une situation particulière, mais de dire, en fait, que cet assassinat représente quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus vaste, qui est un système qui avait été mis en place. Ça avait déjà été dit au moment de Maurice Audin. C'est-à-dire qu'il y avait eu, au moment de la reconnaissance de la mort de Maurice Audin, mathématicien qui avait été assassiné aussi, il avait déjà été dit qu'il s'agissait, disons, d'une sorte de système qui s'était institutionnalisé en France. Et à travers le cas de personnages comme Ali Boumendjel, ce que moi je préconisais dans le travail que j'ai fait, qui sort maintenant en ouvrage, c'était qu'à travers l'itinéraire d'un homme, on puisse éclairer toute une période, une situation, une guerre, parce que c'était un itinéraire exemplaire, un itinéraire extrêmement important. Ça m'a été reproché parce qu'on a dit pourquoi lui, pourquoi pas un autre. Mais il fallait bien effectivement avancer. Et je connaissais bien l'itinéraire de Ali Boumendjel, bien entendu. Vous diriez que, et dans ce rapport, on avait le nom de Ali Boumendjel qui était cité. Vous diriez qu'Emmanuel Macron vous a entendu cet appel? Moi, je pense que oui, puisqu'il l'a reconnu, bien sûr. C'était une de ses volontés, bien sûr, lorsqu'il m'a demandé de faire ce rapport, qui est devenu un ouvrage. Pour vous dire la vérité, moi, j'avais beaucoup hésité. Parce que je sais que les mémoires sont très différentes, antagonistes, séparées depuis de très nombreuses années. Je sais que les imaginaires, en particulier dans le rapport à l'histoire, sont très différents. Pour les Algériens, l'histoire de la colonisation, pour certains Algériens, ça a été effectivement une période très sombre, une période de dépossession, de cruauté, d'exaction. Et pour les Français, pour certains Français, au contraire, la colonisation, c'était la Grande France, c'était l'exposition coloniale de 1931, etc. Donc je savais ce défi, mais pourtant je me suis dit, dans le fond, après toutes ces années d'études qui ont été les miennes pendant plus de 40 ans, si un président de la République me demande de faire cet état des lieux, cet inventaire, pour essayer d'avancer sur le plan pratique, pourquoi refuser ? Pourquoi refuser ? Oui, mais alors, ça veut dire qu'il faudrait aller plus loin. Vous pensez qu'Emmanuel Macron, l'année prochaine, au mois de mars, ce sera le 60e anniversaire des accords d'Évian, vous pensez qu'Emmanuel Macron doit faire encore d'autres annonces qui sont dans ce rapport ? Il en fera vraisemblablement, ça me paraît évident, puisqu'il l'a dit au moment où il a reçu les petits-enfants d'Ali Boumendjel. J'étais présent d'ailleurs à cette rencontre. Il a dit effectivement qu'il ne s'arrêterait pas là. Oui. Ça veut dire quoi? Vous attendriez quoi, Benjamin Stora?
Il y a d'autres préconisations que naturellement, il y a pour moi qui suis historien une priorité essentielle, c'est la question des archives, c'est-à-dire le fait d'accéder beaucoup plus librement aux archives. Ça me paraît être tout à fait décisif. Mais il y a d'autres aspects. Je dirais par exemple qu'il y a le problème des disparus algériens de la guerre d'Algérie, mais aussi européens, bien sûr. Il faut essayer d'établir une sorte de guide des disparus. Je dirais aussi, par exemple, qu'il y a l'entretien des cimetières, des cimetières européens, des cimetières juifs en Algérie, c'est très important parce que c'est en entretenant aussi ces cimetières de manière correcte, de manière convenable, c'est aussi tout un travail de deuil qui peut s'accomplir 60 ans après. Je cite ces exemples volontairement parce que malheureusement, très souvent, on a eu tendance à regarder la question franco-algérienne sur le plan mémoriel de manière très abstraite, alors que ce sont des questions très concrètes, très pratiques en fait. Oui, qu'est-ce que vous répondez à ce porte-parole Ammar Belhimer, porte-parole du gouvernement algérien, qui a qualifié votre rapport de non-objectif, qui place, dit-il, sur un pied d'égalité les victimes et les bourreaux? Je dirais qu'il a peut-être mal lu mon rapport, tout simplement, parce que c'est pas du tout ce que j'ai écrit. J'ai expliqué dans ce rapport qu'il y avait au début de toute cette histoire la colonisation. C'est écrit noir sur blanc dans mon rapport, et qu'à partir de là, et c'est écrit aussi noir sur blanc, il y a eu toute une série de pratiques que j'énumère dans le rapport, c'est écrit dans le livre, bien entendu, mais en énumérant, disons, cette question de la présence coloniale, donc, en fait, de l'existence de dominants et de dominés, moi, ma volonté, c'était de restituer toutes les mémoires. C'est-à-dire pas simplement la mémoire algérienne, mais aussi la mémoire des Européens, mais aussi la mémoire de ceux qui, dans le fond, ont essayé d'être en désaccord avec le système colonial. Les Européens qui ont été, entre guillemets, des anticolonialistes. Ce que j'ai appelé dans cet ouvrage le monde de l'entre-deux. Je ne vais pas ici citer tous ces personnages, j'en ai déjà cité un certain nombre, mais par exemple Gisèle Halimi, mais par exemple Pierre Vidal-Naquet, François Mauriac, par exemple André Mandouze, enfin toute une série de personnages dont je parle dans Henri Alleg, dans ce livre, eh bien, ont été aussi des personnages qui ont fabriquer une sorte d'entre-deux entre des Algériens nationalistes combattant contre le système colonial et au contraire des Français ou des Européens qui voulaient absolument maintenir ce système colonial. Donc c'est une restitution de toutes les mémoires. Oui, mais ceux qui attendaient des excuses de la France, qui sont déçus parce qu'ils n'en trouvent pas dans votre rapport. J'en parle aussi, mais en disant la chose suivante, c'est pas en prononçant un seul mot qu'on va résoudre un contentieux historique qui fait un demi-siècle. Il faut donc s'atteler réellement par une série de propositions concrètes pour régler la question, dont l'exemple de Ali Boumengel, les expériences nucléaires aussi, qui est très important. Je pourrais continuer l'énumération. Ça me paraît des choses très pratiques. Mais dire que la France dise qu'elle s'excuse pour les crimes coloniaux commis en Algérie. Les présidents de la République précédents, on ne va pas tous les citer, mais Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et bien sûr Emmanuel Macron ont déjà condamné le système colonial dans des termes extrêmement violents, extrêmement durs. On a même parlé d'inhumanité du système colonial. Oui, mais Emmanuel Macron a dit pas de repentance. Mais c'est pas Emmanuel Macron qui l'a dit, mais là on rentre dans une autre discussion très très politique qui n'est pas de mon fait. C'est que dans ce rapport devenu livre, cette phrase n'existe pas. Je ne l'ai jamais prononcée, je ne l'ai jamais écrite. Donc elle n'est pas de mon fait. Elle est de fait de personnes qui appartiennent à des secteurs politiques que je ne connais pas. Mais ce n'est pas moi, disons, qui ai dit cela. On dit que Emmanuel Macron a dit reconnaissance mais pas repentance en recevant votre rapport. Non, mais qu'au fond, il a évoqué essentiellement le fait que la question décisive et centrale, c'est de rentrer dans l'histoire et de la regarder en face, donc de reconnaître. Donc la question de la reconnaissance qui passe par une question décisive. C'est celle de l'éducation, de l'instruction et de la culture. Le problème culturel est décisif. Tous les leaders, d'ailleurs, du nationalisme algérien, je les ai beaucoup étudiés, vous le savez, puisque j'ai fait la biographie de Messali, j'ai fait la biographie de Ferhat Abbas, etc. Tous ont insisté sur une chose dans leur rapport à la France, par rapport au peuple algérien. C'était la question de la culture, la question de l'instruction. C'était fondamental dans leur bouche, dans leur pratique, dans leur démarche. Dans le fond, la question décisive pour moi, c'est de comprendre et de connaître l'histoire des autres. Des Algériens pour les Français et des Français pour les Algériens. C'est cette démarche-là qui a été la mienne dans l'écriture de cet ouvrage, parce que, dans le fond, les malentendus existent dans des discours qui séparent, des discours séparatistes de haine, en fait, des discours d'accusation, des stéréotypes, en fait, qui ne permettent pas d'entrevoir
un avenir commun. Oui, mais Jean Castex, Premier ministre aujourd'hui d'Emmanuel Macron, disait, lorsqu'il travaillait avec Nicolas Sarkozy il y a quelques années, et je le cite, « Pas d'autoflagellation, pas de regret par rapport à la colonisation qui, disait-il, fait partie de l'histoire de la nation dont nous devons être fiers. » Écoutez, moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne prends pas en charge les déclarations des hommes politiques dans leur passé, d'ailleurs dans leur antériorité, par parenthèse. Mais ce que j'essaye de faire plus modestement à mon niveau, c'est tout simplement d'essayer de dresser des passerelles, des ponts. Je suis originaire d'une ville qui s'appelle Constantine, qui est une ville des ponts, précisément, une ville de passerelles. Oui. Et c'est ma volonté à moi, c'est d'essayer de ne pas stigmatiser, de reléguer, de dénoncer, et d'être dans la dénonciation permanente, mais d'essayer au contraire de dégager des chemins qui permettent de faire en sorte qu'on dessine un avenir pour la jeune génération. C'est très important parce que, j'en parlais tout à l'heure, mais lorsque le président Emmanuel Macron a reçu les petits-enfants d'Ali Boumengel, il s'adressait aussi à la jeunesse, puisque c'est des petits-enfants, des trentenaires. Et que dans le fond, ces trentenaires ont eu, il leur a dit, ce courage extraordinaire, c'était de vivre sans la colère. Sans la colère du fait que leur grand-père avait été assassiné. Même s'ils assumaient cette part d'histoire de manière très douloureuse, eh bien, ils avaient su dépasser cette colère pour avancer et construire un avenir à l'intérieur de la société française et franco-algérienne. Et ça, c'est extraordinaire. Oui. C'est une leçon pour la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, alors on dit qu'Emmanuel Macron, mais ça c'est une vérité historique, n'a pas connu bien sûr la guerre d'Algérie, et que c'est le premier président de la République française à ne pas avoir connu la guerre d'Algérie. Et vrai. Ça c'est un atout. Bah, je pense que ça peut être un atout. Ça peut être un atout dans la mesure où il n'est pas encombré d'une question qui me paraît décisive dans cette histoire, c'est la fabrication d'une rente mémorielle. C'est-à-dire de ceux qui vivent de cette histoire, qui entretiennent cette histoire à des fins de légitimité propre à eux, à des fins de clientélisme politique et culturel. Or, je crois que lui, il a pris les décisions qu'il a prises, on les connaît, les phrases qu'il a prononcées, etc. C'est peut-être parce qu'il n'avait pas, il n'était pas cette sorte de prisonnier de ces rentes mémorielles appartenant à des clientèles politiques particulières. C'est pour ça qu'il a pu avancer, c'est pour cela. Maintenant, attention, il y a aussi la nécessité quand même de connaître l'histoire, parce qu'il faut ne pas être prisonnier, disons, des rentes mémorielles, mais encore faut-il écrire l'histoire. Parce que, comme le disait Pierre Nora, les mémoires divisent, j'en ai parlé tout à l'heure, ces mémoires fracturées, fractionnent à l'intérieur de la société française, mais l'histoire, elle rassemble. Oui. Et c'est sur ce terrain-là qu'il faut avancer, bien sûr. Oui, Emmanuel Macron qui présidera la cérémonie officielle pour les harkis. Bien sûr. Et ça, c'est aussi de part de cela. Et le 19 mars 2022, je le disais, on sera à quelques mois de l'élection présidentielle. Mais il semble qu'Emmanuel Macron en fait quelque chose d'important, un principe de son quinquennat. Ce sera donc la date anniversaire des accords d'Évian. Est-ce qu'on attend un discours fondamental? Est-ce qu'on attend ce jour-là peut-être de manifestation d'une vraie réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie? Pourquoi pas? Pourquoi pas au terme, disons, de tout un parcours de gestes symboliques accomplis sur des personnages, sur des situations? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Oui. Encore une fois, moi, je ne suis pas dans Mais qu'est-ce qu'il faudrait encore accomplir? Qu'est-ce qu'il reste à accomplir pour enfin obtenir cela? C'est un chemin, c'est un processus. C'est pas un seul geste, c'est pas un seul mot, c'est pas un seul discours. C'est un processus. Ce processus a été engagé. Oui. C'est-à-dire qu'on prend à bras le corps. Mais il peut être long. Bien sûr qu'il sera long. Bien sûr qu'il sera long parce qu'il y a beaucoup de méfiance de part et d'autre, parce qu'il y a beaucoup encore de ressentiment, parce qu'il y a encore beaucoup de mémoire qui saigne, parce qu'il y a encore beaucoup, disons, de stéréotypes, disons, de rancœur aussi, de ruminations qui existent. Et donc, à partir de là, le problème, c'est celui d'un processus qu'on engage. C'est-à-dire à un moment donné, j'ai employé cette expression d'une sorte de travaux pratiques qu'il faut mettre en œuvre pour se comprendre les uns les autres, ce qui ne veut pas dire excuser les crimes des autres, mais de se comprendre, de connaître cette histoire, encore une fois, parce que la connaissance de l'histoire permet de rassembler et d'avancer. Oui, et au fond, vous-même, j'allais presque dire, vous avez pris les coups, Benjamin Stora. Oui. Vraiment, parce que, et je vous en remercie, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui pour TV5 Monde, à l'occasion donc de votre première intervention publique depuis la remise du rapport à Emmanuel Macron, et depuis notamment les annonces officielles pour Ali Boumengel hier de la part du président de la République. Mais au fond, vous vous dites, j'ai pris les coups, j'ai pas été un peu seul? Peut-être.
C'est difficile parce que vous avez raison de poser cette question parce que le problème d'un historien qui avance comme ça, c'est de sentir à ses côtés une mobilisation citoyenne et politique et culturelle. Ça a été, mis à part certaines personnes, je pense en particulier à Tassadit Yassine qui dirige la grande revue Berbère Awel, je pense au comité Josette et Maurice Audin qui m'ont beaucoup aidé, etc. Mais en règle générale, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce renfort des intellectuels, des politiques, etc., pour précisément arriver vers cette paix des mémoires. Ça, c'est très difficile, effectivement, à vivre, parce qu'on a le sentiment d'une grande solitude. Oui, et d'en prendre plein la figure. Oui, bien sûr, les coups viennent de partout, ils viennent pas que d'un seul endroit et d'un seul côté, parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de rancœur, il y a énormément de blessures encore dans toute cette histoire, et il faut avoir le courage de les affronter, voilà. Oui, mais pour une réconciliation mémorielle, il faut être deux. Oui. Est-ce qu'au fond, tout cela, est-ce qu'on a vraiment, je veux dire la question très franchement, Benjamin Stora, est-ce qu'on a vraiment la volonté de cette réconciliation? Est-ce qu'en Algérie, on a vraiment la volonté de cette réconciliation? Est-ce qu'en France, tout le monde, jusqu'au sommet de l'État, a vraiment la volonté de cette réconciliation? Moi, je pense qu'il y a une volonté politique qui existe. Aujourd'hui, ça me paraît assez évident. Sinon, il n'y aurait pas eu ces gestes. Ça participe d'une volonté politique. Mais il y a, j'allais presque dire, la nécessité d'un chemin en commun. C'est pas simplement une question subjective, abstraite, d'amour ou de rejet ou de passion, bien sûr. Mais c'est une question de nécessité pour la France en particulier, sur son flanc sud, sur la Méditerranée. C'est une nécessité pour l'Algérie de vivre ensemble, d'avancer ensemble. Parce que, effectivement, il y a des grands défis qui existent en Méditerranée aujourd'hui. On ne va pas ici tous les décrire, en particulier dans la période que nous vivons, qui est celle du Covid, qui est quand même une période qui est très dure, très difficile à vivre. Mais il y a le problème du terrorisme, il y a le problème de l'immigration, il y a, disons, les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Et dans le fond, l'Algérie est un très grand pays d'Afrique, la France est un très grand pays d'Europe, et ce partenariat, il doit passer par le chemin mémoriel, mais par bien d'autres chemins, parce que c'est un partenariat qui est tout à fait indispensable et nécessaire entre les deux pays. Oui, 1957, Ali Boumendjel, 60 ans. Il aurait fallu 60 ans pour en arriver à cette reconnaissance d'une vérité, simplement d'une vérité. Et d'ailleurs, le fils de Ali Boumendjel vous salue. Salue ce que vous avez fait, Benjamin Stora, pour lui, pour sa famille, et regrette que sa mère, qui est décédée à l'âge de 101 ans, donc la femme de Ali Boumendjel, n'a pas connu cela pendant toute sa vie, plus de 60 ans après, pour enfin pouvoir reconnaître la vérité sur ce qu'avaient subi leurs parents. Oui, c'était, comme il le disait dans cet entretien au quotidien Algérien Liberté, c'est un très grand soulagement pour la famille. Je pense aussi à un grand ami à moi qui s'appelait Sami Boumendjel, qui est décédé aussi malheureusement, et qui a été le combat de sa vie. C'était le combat d'une vie, la reconnaissance de l'assassinat de son père. C'est beaucoup de familles algériennes aussi qui se battent pour cette reconnaissance. N'oublions pas toutes les mémoires aussi, parce que c'est le reproche toujours qu'on fait, même si je ne mets pas sur le même plan, naturellement, tous ces groupes de mémoire. Mais il y a aussi la mémoire des appelés, dont on n'a pas parlé. 1,5 million de jeunes soldats français sont allés en Algérie. Il y a aussi, bien sûr, la mémoire des Européens, des Pieds Noirs, et encore une fois, bien sûr, aussi la mémoire des Harkis. Bon, toutes ces mémoires-là qui saignent, dans le fond, elles ont besoin d'être comprises et elles ont besoin de se dialoguer entre elles, en fait, de se comprendre dans un rapport, disons, de mutuel, de réciprocité. Et ça va prendre du temps, encore une fois. Oui. C'est un processus. Mais le problème, c'est d'engager ce processus, d'avoir la volonté d'engager ce processus. Et ce processus, vous le dites, est engagé. Rien ne pourra l'arrêter aujourd'hui. Si, il peut s'arrêter, bien sûr. Bien sûr qu'il peut s'arrêter par des incidents. Vous savez, les processus qui permettent de sortir des crises sont malheureusement très souvent entravés par des provocations, par des phrases radicales, par des oukases, disons, qui sont prononcées, etc. Et à ce moment-là, celui qui est en face fait marche arrière. Moi, j'ai en mémoire ce qu'avait tenté Jacques Chirac avec l'Algérie en 2005, lorsqu'il a essayé de signer un traité d'amitié. Et puis, au moment où ce traité d'amitié, on était sur le point de le signer, il y a eu en France la loi de février 2005, dite la loi de la colonisation positive, et qui a fait que ce traité n'a jamais pu être signé. Donc on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, bien sûr, de ce qui peut se passer d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Mais l'important, c'est le chemin qu'on prend. Oui, mais vous êtes, vous, le symbole aussi, Benjamin Stora, de ce lien, j'allais presque dire indéfectible, entre les peuples algériens et français des deux côtés de la Méditerranée. Il y a une histoire commune dont on ne pourra jamais dire qu'elle n'a pas existé. Et qu'au fond, il y a un rapport inexorablement
j'allais presque dire, comme une obligation à devoir s'entendre. Oui, c'est une obligation, effectivement, parce que la France et l'Algérie se regardent. L'Algérie a une immense frontière avec l'Europe. C'est la plus grande frontière avec l'Europe, l'Algérie. Il faut jamais l'oublier. La France est un grand pays méditerranéen. Et donc, la Méditerranée les rassemble. La Méditerranée, on le sait, qui est le berceau de grandes cultures, de grandes civilisations, qui a été aussi un théâtre d'affrontement, peut être aussi le lieu, disons, d'une paix retrouvée, de mémoire réconciliée. Vous savez, moi, je suis plus un homme qui est dans la culture de la réconciliation que dans la culture de la guerre et du conflit. Ça a toujours été ma position depuis de très nombreuses années. C'est pas ni la culture de l'excuse ou la culture de la guerre, mais c'est la culture de la réconciliation. Ça a été mon credo et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup publié sur cette histoire, en espérant bien sûr que ce chemin, on puisse l'emprunter, bien entendu. Merci Benjamin Stora. France-Algérie, les passions douloureuses. Voilà votre rapport enfin publié chez Albin Michel. À lire, voilà, pour vraiment savoir exactement de quoi on parle à l'intérieur donc de ce rapport. Plusieurs années de travail. Benjamin Stora, merci infiniment d'avoir accordé à TV5 Monde votre première interview et réaction depuis la remise de ce rapport au président de la République, Emmanuel Macron. Merci. Merci.